Votre attention s'il vous plaît. Amis du Noir, bonsoir. Dernier round pour cette enquête flamboyante. Et ça démarre en douceur dans les bras de Morphée. Ou d'une autre, va savoir. Quand soudain, le cauchemar du réel me remontait dans la cafetière. Souvenez-vous, mon voisin Robert, fraîchement tamponné, élu de Dieu, allait débarquer dans quelques heures avec son bulldozer pour faire valser ma maisonnette. Vous l'aurez compris, mes apôtres, depuis le début de cette enquête, je me la joue façon Jésus. Je m'exprime par parabole. Et j'utilise Robert pour incarner le sionisme radical. Robert, c'est Israël en mode rouleau compresseur sur Gaza. Ceci dit, il me fallait trouver une combine pour contrecarrer les plans de cet affreux. Je me suis donc précipité à mon burlingue, avec mon œuf, bien décidé à démêler cette histoire de sionisme. J'avais sorti toutes les cartouches intellectuelles, car fallait pas se prendre les pieds dans le tapis et passer pour l'antisémite de service. Je suis pas antisémite, moi. Critiquer Israël, sa légitimité de carton, sa politique coloniale sauce napalm et son expansionnisme sur fond raciste, c'est peut-être de l'antisionisme, mais ça n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. Non, c'est non. T'as compris? Et faut être le roi des truffes, ou bien malhonnête, pour croire que parce qu'on n'est pas fan d'un État, on a la haine de ses habitants, ou d'un groupe de personnes qui ont la même origine. Quoi qu'en disent certains députés français qui ont déposé une loi en décembre 2024 pour faire de l'antisionisme un délit, en l'assimilant à une volonté de détruire ce pays. Elle n'a pas encore été votée à ce jour, mais en plus de piétiner la liberté d'expression, elle risque d'envoyer en tôle quiconque a des doutes sur la politique israélienne, et même si c'est des propos de comptoir. Tout en ne donnant aucune définition claire de l'antisionisme, cette loi mélange serviette et torchon, antisionisme et antisémitisme, comme si tous les juifs du quotidien co-signaient la tambouille guerrière de Bibi. Alors qu'il existe une ribambelle de juifs critiques vis-à-vis du sionisme, et même des juifs ultra-orthodoxes, comme les Neturei Karta. C'est dur à dire. Avant l'idéologie sioniste, le peuple de la religion du désert, dispersé loin de sa terre, soi-disant promise, n'exprimera pas beaucoup le désir d'y retourner. En fait, c'était devenu comme un mythe, Israël. Comme une vieille carte postale jaunie que l'on sort les jours de fête. Puis cette diaspora, c'était peut-être la volonté de Dieu Tout-Puissant, qui ne laisse rien au hasard. Dieu a-t-il voulu que les Juifs se dispersent pour être témoins de sa parole dans le monde entier ? Voulait-il les mettre à l'épreuve ? Voulait-il les punir ? Voulait-il signifier que l'alliance était rompue ? Tout est possible. D'ailleurs, durant des siècles, rien ne les empêchait de faire ce qu'ils appellent l'Aliyah, c'est-à-dire le retour en terre promise. Certains l'ont fait, très peu, tandis que d'autres venaient à Jérusalem pour les fêtes religieuses. Oui, la Palestine était musulmane, mais tolérante avec les gens du livre. Donc, s'il ne le faisait pas, c'est qu'il n'était pas si mal ailleurs, à moins de considérer que c'est un peuple d'idiots ou de masos. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Certains sionistes, pour diviser les personnes d'origine juive des autres, font croire qu'il y avait des pogroms et de l'antisémitisme partout. Il y en a eu, beaucoup trop. Mais cette manière de généraliser à répétition, c'est surtout le moyen de faire passer les goïs pour des barbares. Et cette pleurniche continuelle sert aussi aujourd'hui à maquiller en croisade humanitaire ce qui est une simple expropriation, un squattage, une colonisation et même un génocide. Suite à la diaspora, certains juifs sont miséreux ou ne sont que de simples commerçants, tandis que d'autres s'en sortent vachement bien, grâce notamment à l'usure. Les juifs et l'argent, c'est le sujet tabou. Là, on frôle L'usure, c'est le prêt d'argent avec intérêt, autorisé chez les juifs, mais pas chez les chrétiens ni les musulmans, normalement. L'usure autorisée chez les juifs, c'est écrit, mais pas entre eux, seulement avec les goïs. Étrange, mais cela développe encore un sentiment clanique.
tribal. Mais s'ils sont beaucoup dans la finance, c'est qu'il leur est souvent interdit d'avoir des terres aussi. Alors c'est eux qui prennent ce rôle de banquier. Et je vous cause une petite minorité de juifs, évidemment. Une minorité qui est dans la finance, ce qui leur permet d'avoir un rôle politique en se faisant une place à la cour des grands. Parce que ces derniers ont besoin de leur pognon pour se faire construire des châteaux. Ou pour démolir celui du voisin. Une partie de ces financiers juifs va aussi beaucoup investir dans le commerce. Le commerce triangulaire, par exemple. Mais l'âge d'or des financiers juifs, ce sera à partir du 19e siècle, avec la naissance du capitalisme industriel, qui a besoin de capitaux. Leur rôle devient alors capital, puisqu'ils ont besoin de leur capital. Et leur capital est alors plus à la City ou à Wall Street qu'à Jérusalem. Ce qui fait dire à Yuris Leskine que le XXe siècle a été juif, dans le sens où les modes de vie urbains, cosmopolites et orientés vers la mobilité sociale sont devenus la norme dans les sociétés modernes. Un mode de vie qui était plutôt juif avant. Et comme beaucoup d'idéologues socialistes étaient juifs, ainsi que les leaders des révolutions rouges, les mêmes normes progressistes vont s'imposer. Ville plutôt que campagne, internationalisme au lieu de nation, mobilité et non plus attachement à la terre. Et d'un coup, je suis resté kéblo sur mon œuf, car je venais de piger que tout ça, le problème de ma maisonnette et de la Palestine en général, venait d'un désir soudain, comme une envie de pisser. Créer un foyer national juif, c'était une idée nouvelle, apparue d'un coup, plus portée par des intellectuels laïcs que par des obsédés de la Torah. En 1897, un journaliste moustachu, Theodor Herzl, est l'un des premiers à formuler l'idée d'un État juif. Il s'agissait pour lui de mettre à l'abri les juifs d'un antisémitisme qui s'accroissait, comme on dit en boulangerie. Regrouper les juifs donc, ok, mais où? Certains ont proposé l'Ouganda, puis l'Argentine, avant que, et retour à la case départ, l'idée de la terre promise s'impose. Sauf que, petit détail, ce que l'on appelait désormais la Palestine depuis les Romains était déjà peuplé de musulmans. Mais vous le savez puisque vous suivez cette enquête. En tout cas, cette idéologie de retour sur la terre promise, on appellera ça le sionisme, du nom de Sion, une colline à Jérusalem. Aussitôt, quelques pionniers rappliquent en Palestine. Oh, pas les plus riches, non, des modestes. Ils achètent des terres et se mettent au boulot. Mais c'est loin d'être le pays du lait et du miel. Résultat, ces sionistes se barrent en catimini, vite fait bien fait pour l'Europe ou pour l'esthète. Là où on trouve de tout en boutique. Encore une fois, l'idée de la terre promise... La catastrophe, merci de suivre, mesdames. Arrive 1917, m'écaille. Cette année-là, les English prennent la Palestine aux Ottomans. Et c'est l'année de la déclaration de Balfour. C'est une lettre, en fait. C'est un deal entre le secrétaire aux affaires étrangères british et le très puissant banquier sioniste Rothschild. Je vous traduis si vous connaissez pas cette langue de barbare. En clair, c'est la Première Guerre mondiale. Et l'État a besoin de l'appui financier de Rothschild. En échange, il promet la création d'un foyer national juif en Palestine. Résultat, les musulmans du cru voient débarquer 400 000 juifs sur leur terre entre 1917 et 1940. Ils se sentent un peu envahis et les tensions montent. Alors, les British, pour éviter trop de violence, freinent l'arrivée des juifs. Mais c'est les ricains qui s'y mettent et ils envoient des bifetons à qui mieux aux sionistes qui s'installent. C'est donc déjà tendu dans la région, avant qu'arrive l'une des plus grosses saloperies du XXe siècle, le nazisme et sa solution finale, l'horreur absolue, la Shoah, terme popularisé par le cinéaste Claude Lanzmann en 1985. Dès 1945, les survivants filent en Palestine, chercher la sécurité et le réconfort. Mais ils vont surtout trouver l'hostilité. Attentats, milices, violences des deux côtés. Les English sont vite dépassés, alors ils passent le bébé à l'ONU. J'en étais donc là de mon enquête, quand soudain, je me suis demandé qui de l'œuf ou de la poule était là en premier. C'est alors que j'ai pondu cette idée pour sauver ma baraque. J'avais désormais un plan, et un bon, pas comme celui de l'ONU, qui en 1947 redécoupe la Palestine, en mode portrait à la Picasso. En bleu, les Juifs, ils représentent 32% de la population, possèdent 8% des terres, mais obtiennent 55% de la Palestine.
1948, les Juifs ont leur pays. Et ça s'appelle Terre de Canaan. Non, Israël. Because c'était le nom du petit-fils d'Abraham. Ça reste biblique quand même. Un pays juif pour les Juifs. Ce qui met beaucoup de personnes d'origine juive dans l'embarras. C'est comme si du jour au lendemain, ils étaient devenus officieusement israéliens. Un juif français est français avant d'être juif. Et surtout pas israélien. Mais là, les cartes sont brouillées. Et c'est ainsi que le sionisme nourrit l'antisémitisme. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Mais ce partage injuste de 1947 met les voisins en rogne. Et dès 48, ils attaquent Israël. Ils vont se prendre une raclée, les musulmans. Et Israël en profite pour agrandir encore son territoire. 750 000 Palestiniens sont chassés de leur maison, avec violence, et vont se réfugier dans un pays voisin, ou finir dans un camp. C'est ce que les Arabes appellent la Nakba, la catastrophe. À partir de là, ça fait 77 ans que c'est le bazar là-bas. Attentats, massacres, groupes armés, occupation illégale de terres par des colons israéliens et des guerres à répétition. Ce qui permet à Israël de gonfler sans cesse. Mais là, mes amours, je peux pas m'attarder sur les guerres. Car je songeais à Robert, et le temps s'écoulait, et j'étais en train de combiner un truc pour sauver mon territoire. Israël, c'est un long confetti, avec dessus seulement 10 millions d'habitants. Et on en parle tous les jours, comme si Jérusalem était la capitale du monde. Au pays de l'étoile de David, on tricote pas seulement de la religion, on tricote aussi de la ségrégation. Et dans les territoires occupés, c'est carrément l'apartheid. Et je te cause même pas des 500 km de murs et de barrières électriques entre la Cisjordanie et Israël, ni des 60 km de fils barbelés qui entourent les 2 millions de Gazaouis. Mais ceci, c'était avant le 7 octobre 2023, évidemment, j'y reviendrai. Depuis 48, l'ONU, ce machin inutile, a quand même pris plus de 200 résolutions contre Israël, surtout à cause de ses violations des droits humains, mais sans aucun effet. Autant pisser dans un violon en espérant qu'il nous joue du Vivaldi. Mais vous êtes malade de le frapper, il a le bras cassé, vous êtes complètement malade! Malgré ça, le gratin occidental lui cire les pompes, comme si Israël était un pays moderne, en croisade contre la marmite musulmane. Et pourtant, faut pas oublier que c'est des sémites pur jus, les Hébreux, tout comme les cousins arabes. Mais depuis une quarantaine d'années, il y a comme un tour de passe-passe, une embrouille mystérieuse. On nous a glissé dans l'oreille, à nous autres occidentaux, que notre culture serait judéo-chrétienne, qu'on aurait donc une dette spirituelle envers Israël, alors que le christianisme s'oppose justement aux valeurs du peuple élu. Un Français de souche est héritier avant tout des Grecs et des cathos, donc il est helléno-chrétien, et pas judéo-chrétien, ce qui est un oxymore d'ailleurs. Le reste, c'est mentirie et soumission. Certains de mes enfants ont appris l'hébreu, seuls, au long du temps, ou à l'université hébraïque de Jérusalem. Malheureusement, il ne dit pas pourquoi ses enfants ont préféré l'hébreu à l'arabe. Et s'il va se faire couper la peau de la zigounette? Normalement, ça se fait à 8 jours, mais ça peut se faire plus tard. À 8 jours, ça doit avoir des effets psychologiques dévastateurs. Ceci explique peut-être cela. Pour en finir avec l'arnaque de la terre promise, si Israël arrive à se maintenir dans la région, c'est surtout grâce à l'oncle Sam. Non seulement parce que le lobby pro-israélien y est puissant, mais surtout les évangélistes sont cul et chemise avec les sionistes, because ils sont convaincus que le Messie reviendra pour un dernier concert le jour où il y aura le grand Israël. Oui, le grand Israël, parce que quand Dieu a promis une terre à une tribu, il y a plus de 4000 ans, il a été flou sur les frontières. Mais on peut lire quand même que ça irait de l'Euphrate au Nil, ce qui est très rassurant pour les voisins. En même temps, et dans le même livre, la Torah ou la Bible, on peut lire « La terre ne sera pas perpétuée car vous êtes chez moi. » Voilà toute l'ambiguïté de l'écrit. C'est le genre de truc qui te met un sioniste radical KO direct. En tout cas, cette idée du grand Israël, ça met pas une bonne ambiance dans la région. Israël ne sème pas l'amour et la paix, mais la haine et la guerre. Et on comprend que les voisins soient à cran. Ceci explique peut-être que l'Iran cherche depuis des années à avoir l'arme nucléaire. Et c'était pour l'en empêcher qu'il y eut la guerre de 12 jours en 2025. Et tout le monde a applaudi, au nom de la paix.
Mais pourquoi l'Iran ne pourrait pas avoir d'armes nucléaires quand Israël a 300 ogives nucléaires sous la table? Vrai aussi que l'Iran aide des groupes armés comme le Hamas. Le Hamas qui aurait été financé dans les années 80 par Israël pour semer la zizanie dans le camp palestinien. Un sacré sac de nœuds tout ça. Mais bon, faudra bien un jour que tout le monde mette de l'eau dans son vin, si je peux dire. Car Israël est... Et on ne va pas mettre ces gens à la mer comme des sardines avariées. Mais pour l'instant, c'est mal barré, à cause du 7 octobre 2023. Est-ce que ces bourrins fanatiques croyaient vraiment résoudre le problème de la région en massacrant des civils israéliens? Depuis ce triste jour en tout cas, où, comme par hasard, l'un des meilleurs services secrets du monde, le Mossad, n'a rien vu venir, Israël semble vouloir en finir définitivement avec la bande de Gaza, avec toujours en arrière-plan le projet du Grand Israël. Les Gazaouis qui vivaient déjà dans une prison à ciel ouvert, on pourrait dire camp de concentration, mais ce terme est réservé au peuple élu, c'est plus de 2 millions de Gazaouis, disais-je avant de me couper la parole, subissent aujourd'hui un véritable génocide. Mais je crois que ce mot aussi est breveté. Vous n'estimez pas aujourd'hui qu'il y a des limites à cette intervention? Il n'y a aucun génocide. Un génocide, les mots ont un sens, ou alors ils n'en ont plus. Un génocide. Et cette fois-ci, on ne pourra pas dire qu'on savait pas. J'aurais pu clore cette enquête sur cette sentence géniale, mais me restait à dégonfler l'embrouille avec Robert, qui devait arriver d'une minute à l'autre pour raser ma maison. Et comme je venais de finir de bricoler ma petite invention, j'ai filé faire le trottoir. Et je l'ai attendu, avec l'idée de lui balancer la devinette de l'œuf et de la poule, puis de lui révéler que j'étais un élu du chat, survivant d'une religion kabbalistique née du temps des diplodocus, et qui avait beaucoup souffert. Et que cette maison, c'était ma terre sacrée, offerte par le grand Matou en personne. Puis je l'achèverai, en lui rappelant qu'on avait fait un selfie ensemble, preuve qu'on pouvait être amis et partager la même connerie. Mais Robert ne s'est jamais pointé, le saligo. Alors la nuit m'a enveloppé de ses mains douces, comme on dit dans les bons polars, quand le héros reste comme un con, tout seul, avec un chat fluorescent sur la tête. Et n'oubliez pas de vous abonner, aimer, commenter et de vous embrasser.